Il est connu de tous ceux qui me suivent depuis plus de 2 ans maintenant sur YouTube que je suis partisan de la lecture numérique, qu'elle soit de romans ou de mangas et parfois même de comics et de BD. Alors, je suis un partisan de la lecture numérique manga, mais soyons clairs, elle n'a pas pour vocation de remplacer le manga dans son format papier. Pour ma part, j'aime trop le livre, mais encore plus les beaux livres pour cela. Par contre, la lecture du manga numérique a tout pour être un excellent complément à la lecture de manga papier, à condition que vous soyez en possession au minimum d'un smartphone qui possède un écran que je qualifierais de confortable, mais surtout d'une tablette avec suffisamment de qualité pour que la lecture reste fluide à chaque instant et que le format soit digne d'une lecture grand format. Bien sûr, vous pouvez également lire sur ordinateur, mais cliquer, c'est un peu perdre le plaisir de tourner une page par un simple geste, un contact ou un mouvement du doigt sur l'écran, puis c'est encombrant et très peu mobile. Mais alors, qu'est-ce que j'entends par complément à la lecture du manga papier? Je vais prendre pour exemple les shonen et autres longues séries qui sont pour la plupart responsables du manque de place sur vos étagères. Ça peut très bien être des shoujo. Beaucoup d'entre nous avons commencé notre collection de mangas alors que les titres shonen s'entassaient. Je vois des mangatech engloutis par des titres comme One Piece, Bleach et Naruto, et dépassant chacun les 70 tomes pour un total d'environ 250 mangas. Alors si vous rajoutez les détectives Conan ou les JoJo's Bizarre Adventure, vous atteignez les 450 mangas. Alors on arrondit à 500 mangas parce que vous ne pouvez pas vous passer de Dragon Ball. Pire, vous êtes un fan de Mashima avec les 63 tomes de Fairy Tail et les 35 de Rêve, vous passez à 600 mangas sans compter les spin-offs et les Eden Zero. Bon, puis soyons fous, additionnez également les 33 tomes de My Hero Academia, les 41 tomes de Deadly Seven Sins, les 24 de One Punch Man, et ça y est, vous êtes à un total de 700 mangas. Pour vous donner une idée, à 800 mangas, vous remplissez une bibliothèque Billy de chez Ikea en utilisant le double fond, ou alors vous utilisez 2 bibliothèques si vous souhaitez présenter vos mangas sur une seule rangée. Je vous laisse imaginer la place que ça prend dans une chambre ou dans une pièce, sachant qu'on parle là que de shonen à plus de 30 tomes, dont certains dépassent les 100 tomes. Et pour rappel, tous ces titres sont disponibles en numérique, à l'instar de la série L'Attaque des Titans qui compte elle aussi 34 tomes. Maintenant, imaginez que vous faites uniquement plaisir avec les collectors pour avoir des signatures et tout, et autres éditions limitées de vos séries préférées, et que vous ne puissiez pas résister à investir dans les versions de luxe de vos mangas préférés que sont par exemple Dragon Ball et Naruto, pour ne citer que. Vous vous rappelez de là ou des bibliothèques que vous vous êtes achetées? Elles sont maintenant quasiment vides et n'attendent qu'à être remplies par de nouvelles licences. Bon, je pense que sur le gain de place, j'ai pas besoin de vous en dire plus pour vous convaincre. Seulement la lecture de mangas en numérique nourrit de nombreux préjugés. Et qui est mieux placé pour nous parler de lecture et préjugés si ce n'est le jeune et candide youtubeur Manga Ed le Fou, que vous retrouverez tout de suite après le générique. Oh, pardon, excuse-moi. Oui, tu me disais la lecture numérique? Ah oui, il y a des préjugés sur la lecture numérique. Laisse-moi te les énumérer. Alors, déjà, tout n'est jamais tout blanc ou tout noir. Il y a des bons côtés, des mauvais côtés dans tout, mais ce n'est pas la mission que tu me donnes, c'est pas ce que tu veux entendre. Alors je vais tenter de répondre au mieux à tes sollicitations. Déjà, je vais dire la capacité. La lecture numérique, tout le monde n'y arrive pas, ou tout du moins ne prend pas le même plaisir qu'avec un format physique. J'ai déjà entendu, par exemple, les amis ou même mes parents dire « lire en numérique, non, je n'aime pas ». Certains trouvent la lecture sur écran fade ou sans saveur, peu immersif, n'ayant pas en main le livre et donc la sensation du papier ou même l'odeur. Nous sommes, toi et moi, issus d'une génération qui n'avons pas connu Internet quand nous étions jeunes, et donc on lisait sur papier. Et parfois la transition est un peu compliquée. Il y a aussi l'accès. Aujourd'hui, tu cherches un manga en numérique, tu as 2 possibilités. L'achat officiel ou le piratage. Pour le premier, tout n'est pas facilement trouvable. Tu le signales d'ailleurs souvent dans tes vidéos, et ça peut être frustrant. Par exemple, imaginons, je souhaite lire le tome 13 de Demon Slayer. No problemo, 4,49€, je le trouve. Déjà, c'est pas donné, je trouve, pour un fichier, déjà, mais peu importe. Si je cherche les 3 Adolphes de Tezuka, ben là, c'est plus compliqué à trouver.
Pourquoi? Pourtant, le manga a une réédition récente. Mais il y a une seconde possibilité, et c'est là pour moi la chose la plus intéressante à traiter. C'est le piratage. Et pour moi, ça c'est soucieux. Déjà, pirater, c'est voler. Ce n'est pas une phrase toute faite, c'est un fait. On vole le travail d'un auteur, d'un éditeur, et de tous ceux qui ont participé à la création du manga. Alors j'entends certaines personnes disent « Mais c'est pas bien grave, on tue personne, hein ». Alors oui, le manga c'est une industrie. Il y a des gros poissons qui arriveront quand même à survivre, mais le marché du numérique, hein, et on parle du piratage, ne participe-t-il pas à la mort du marché de l'occasion, par exemple? Ou à la frilosité de certains éditeurs pour la publication de titres? Ou une baisse de la rémunération des auteurs? Et au final, à moins de ventes? Pour moi, les droits d'auteur sont bien trop souvent piétinés à cause du numérique, du piratage. Mais en ce qui concerne l'accès, tu as aussi beaucoup d'offres. Tu as tellement accès à une immensité de mangas, j'ai l'impression que tu donnes moins de temps et d'attention à une œuvre. Quand toi et moi on était jeunes, dans les années... Ouh, il y a longtemps, quand on avait un livre ou un jeu vidéo, on passait du temps dessus, parce que c'était pas 400 € d'achat par mois, hein. Les Dragon Ball, ou par exemple les Gun. Ah alors oui, je sais qu'il y en a qui vont dire ça se dit, je sais pas comment. Oui, mais excuse-moi, en 90, hein, quand on était jeunes, dans ces années-là, il n'y avait pas internet pour me dire comment ça se disait. On dit tous Gun, les gens de mon âge. Eh ben, ces mangas-là, les Gun et les Dragon Ball, ils ont été lus et relus, exactement la même chose avec les jeux vidéo. Quand on avait un, c'était rare, c'était cher, tu le ponçais. Comme les Disney d'ailleurs, on les voyait et les revoyait. Aujourd'hui, il y a tellement de choses disponibles, bah tu consommes. Tu ne laisses plus obligatoirement la chance, et quand c'est fini, bien souvent tu passes rapidement à autre chose. Il y a aussi le facteur de la santé. Les livres numériques sont des ressources émettrices de lumière qui peuvent retarder et réduire le sommeil. Quand on pense à ça, la lecture d'un livre électronique durant la soirée peut présenter des risques pour la santé. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'addiction aux écrans. Je ne suis pas certain que rajouter encore une fois des écrans pour la lecture soit une bonne idée. On fait tout maintenant via les écrans, alors qu'avant on ne le faisait pas. Avant c'était juste la télé. Maintenant, en plus du divertissement, qui s'est accru avec les jeux vidéo, ben, on travaille aussi sur les écrans. Même parfois, on a une vie sociale grâce aux écrans. Je pense qu'au plus on pourrait se passer d'écran pour lire, au mieux ça pourrait être. Au final, le numérique trucide le plaisir de la collection, rend impossible les dédicaces, ne permet pas de décorer une pièce, comme chez toi ou comme chez moi. Voilà, un petit résumé, juste en 2-3 idées, de pourquoi je pense que la lecture numérique c'est de la merde. Allez, bonne lecture. Le bâtard. Ok. Alors l'argument qui revient le plus souvent est l'amour du livre, le plaisir de toucher l'objet, voire le sentir de manière olfactive dans certains cas, mais soyons nets, lorsqu'on sort du beau livre et de certaines jaquettes prestigieuses qui donnent ce caractère sacré à l'objet, les tomes de poche ou autres formats ne sont bons qu'à exposer leur dos sur les étagères d'une bibliothèque. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, parce qu'avec le temps, ça finit souvent en carton-tech. Oui, ce qui fait principalement défaut à une collection en full numérique, bah, c'est qu'elle ne s'expose pas ni à nos yeux au quotidien, ni au regard des autres. Surtout si on ne s'intéresse pas plus que ça au contenu d'une œuvre. Après, il y a cet élément que soulève Ed. Certaines personnes n'en sont juste pas capables. Lire sur un écran leur font mal aux yeux ou leur donne des maux de tête. Et encore, ça c'est pour ceux qui se sont donné la peine d'essayer. Par contre, la question qui se pose, c'est dans quelles conditions elles se sont initiées à la lecture numérique. Que des personnes aiment pas, c'est une chose, mais que des personnes ont une mauvaise expérience en est une autre. Puis après, il y a ceux qui ne souhaitent pas aimer tout court. Juste l'idée de lire sur un écran les dérange pour toutes les raisons énoncées par Ed, mais ça encore, c'est autre chose. Je retiens tout de même les termes fade, sans saveur, peu immersif. Là, il est vraiment question d'expérience de lecture. Pour ma part, lorsque je vivais à Paris, j'ai très vite pris l'habitude de lire en mode tout-terrain, que ce soit dans les transports ou même en marchant dehors d'un point A à un point B, que ce soit de chez moi à la gare ou de la gare à mon boulot.
Et là, je vous parle de lecture de romans d'abord, puis de manga à partir du moment où il y a eu de plus en plus d'offres. Donc, en ce qui concerne l'immersion, cela dépend aussi beaucoup de l'inexpérience de chacun. En ce qui me concerne, je peux interrompre mes lectures sans avoir le souci de revenir sur les dernières pages, ni même le dernier paragraphe. Pour moi, lorsque je lis, l'immersion est totale, et c'est une question d'habitude, comme je n'ai aucun souci pour lire plusieurs œuvres en même temps, et de passer d'une œuvre à une autre, et ça sans souci. Je le répète, c'est une question d'habitude, et c'est propre à tout à chacun. Par contre, le détail qui peut faire la différence, c'est le support de lecture numérique que vous utilisez. Et lorsque je parlais déjà de numérique dans d'autres vidéos, la question qui me revenait le plus souvent, c'était de savoir quel support convenait le mieux pour une lecture numérique optimale. Alors avant tout, on disqualifie l'ordinateur portable ou pas, et pour une expérience optimale, on oublie les fichiers scan des magazines de prépublication de vos shonen préférés, même si depuis un certain temps, ils sont, me semble-t-il, de bien meilleure qualité. Le souci, c'est que la plupart du temps, vous les lisez en ligne sur des sites avec leur propre lecteur. Et clairement, je n'appelle pas ça de la lecture numérique. Du moins comme je l'entends. On n'est plus sur de la lecture streaming, mais version bêta, et l'expérience n'est évidemment pas la même que sur une application de qualité. Mais on y reviendra très vite. On va d'abord se consacrer à cette question qui revient régulièrement. Faut-il privilégier la lecture sur une liseuse ou sur une tablette ? Évidemment, chacune a ses avantages et ses inconvénients. Commençons par la liseuse avec ses points positifs. Le confort de lecture en plein jour est très proche d'un format papier, tout simplement parce qu'elle utilise de l'encre. À la lecture d'un manga, on a vraiment l'impression de lire dans un Weekly Shonen Jump par exemple, avec un papier recyclé. Et ça, c'est étrangement super agréable. Bon, après, je ne suis plus à la pointe de la modernité concernant les liseuses, et certainement que les derniers cris ont des fonctions de rétroéclairage et de papier bien blanc. Autre point, la batterie d'une liseuse, c'est qu'elle est très économique en énergie. Et les points faibles, ce sont l'absence de couleur. Adieu les jaquettes en couleur et les pages couleurs qui sont proposées dans certaines éditions. Le manque de fluidité pour tourner les pages par exemple, l'espace de stockage également assez limité pour si on n'utilise pas le cloud en Wi-Fi par exemple. Concernant la tablette et ses points forts, la couleur, ça fait toute la différence. La fluidité est un gros plus, lorsque c'est un iPad encore plus. La taille de l'écran, pouvoir ajuster l'écran en horizontal pour les doubles pages, les zooms, les screenshots, l'espace de stockage qui est important, et en plus il y a le cloud. Alors les points faibles, il y a les lumières bleues, même si on peut ajuster les luminosités, les distractions sur l'écran si on n'est pas en mode avion, le prix d'une tablette, d'autant plus si c'est un iPad. En conclusion, pour la lecture de romans, je dis pas, il y a match entre les deux machines. Par contre, en ce qui concerne la lecture de manga, il n'y a pas photo et je privilégie la tablette. Mais revenons-en au manga numérique. Pour beaucoup de personnes, son plus grand avantage est qu'il ne prend pas de place et qu'il vous permet d'en économiser. Et son principal défaut, c'est qu'il n'est pas matériel, qu'on ne le voit pas exposé plus qu'autre chose. Grosso modo, c'est un peu le premier point. En ce qui concerne l'offre numérique, je voudrais m'arrêter sur tous ces avantages, hélas trop méconnus, parce qu'ils font d'abord face aux préjugés des plus aigris d'entre vous. Déjà, importance de taille, c'est que ta collection est tout le temps avec toi sur ton smartphone ou ta tablette, et ça c'est du luxe. Oublie ton sac chargé de mangas pour les vacances et que tu risques d'abîmer en les transportant. Tu embarques juste ta tablette et rien ne t'empêche d'acheter le 124e tome d'Hajime no Ippo qui sortira le 18 août. Autre point très important pour moi, tu es chez toi et tu découvres à pas d'heure, en pleine nuit, le tome 1 de Blue Giant. Voilà, t'es tombé sous le charme de l'œuvre, tu n'as qu'une envie, c'est de lire la suite. Et c'est possible. Le magasin numérique est ouvert à toute heure de la journée et de la nuit, tout comme chaque dimanche et autres jours fériés. Et ça, c'est une tuerie. C'est dangereux d'un point de vue consommation, mais quel panard. Puis la question du prix est aussi un point fort, contrairement à ce que laissent entendre certains d'entre vous. Si l'on met de côté le piratage, qui donne l'illusion du tout gratuit, le prix moyen de 5 € est honnête lorsque tu compares à d'autres pays anglo-saxons qui se rapprochent plus du 7 €, voire du 11 € pour certains titres de poche. En vérité, la marge éditeur est minime. C'est pourquoi des maisons d'édition comme Kiyun sont contre-fous de ce marché. Ils nous proposent que leurs blockbusters, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen et dernièrement Frieren, afin de faire gonfler les chiffres de vente, mais ils ne se donnent aucune peine pour proposer d'autres titres de leur catalogue. Alors oui, beaucoup ne comprennent pas un tel prix, alors qu'il n'y a pas de matière papier imprimée, ni de distribution, ni de revendeurs avec qui partager le gâteau.
Bah dites-vous que les plateformes se mettent bien, voilà, et qu'en moyenne il faut couvrir les 20% de l'auteur et les 15% de l'éditeur. Alors je ne suis pas sûr des chiffres, hein, mais c'est pour donner une idée. Puis soyons sérieux, moins cher c'est donné. Je prends pour exemple les promotions que proposent régulièrement les maisons d'édition qui descendent les premiers tomes d'une série à 1,99 €. Alors il faut savoir qu'en France les prix sont fixes, ils sont fixés par des règles, enfin par la législation. Et donc que vous retrouverez les mêmes prix, mais aussi les mêmes promotions sur toutes les plateformes d'achat de lecture numérique. Il n'y a aucune différence entre elles si ce n'est le pourcentage qu'ils ont négocié en amont. Mais à la fin, le prix est le même pour auteur et éditeur. La période du Covid était assez folle. Nous avions eu droit à de nombreux titres découvertes gratuits, mais aussi des séries entières à 1,99 €. Je prends pour exemple le cas de Alice in Borderland. Ce sont des cas assez rares, mais effectivement, les revenus de chacun sont grandement diminués. Là, on est plus dans de la com et de l'investissement long terme. Et puis, c'est mieux que rien. Je peux vous donner un exemple. Lorsqu'apparaissent des offres de tomes à 0,99 € ou 1,99 €, je n'hésite pas longtemps, même si ce sont des shoujo qui ne me vendent a priori pas du rêve. Ça me fait penser qu'il y a un éditeur en particulier qui me semble avoir tout compris quant à l'exploitation de son catalogue en numérique. C'est Akata. Et ils vont même jusqu'à proposer des inédits. Je prends pour exemple une histoire courte de Shuzo Shimi, et ça c'est cool. Après, je ne peux pas ne pas mentionner le principal désavantage du marché numérique, c'est qu'il n'y a pas de marché de l'occasion. Et la revente d'un conte est quelque chose d'assez rare et peu courant. Donc grosso modo, un achat numérique est un achat consumériste, qui n'a aucune notion d'investissement, si ce n'est dans le contenu. Le parallèle avec un jeu vidéo proposé en digital est on ne peut plus juste. Il y a sensiblement les mêmes avantages et désavantages, hormis que les jeux vidéo ne sont pas aussi réglementés que les livres et que les prix en digital sont parfois nettement plus élevés qu'en physique. Il est très facile de le constater par exemple avec les jeux de la Switch. Après, il y a un autre parallèle que l'on peut faire avec le jeu vidéo. Et Ed l'a bien mentionné, c'est le piratage. Seulement, il n'a pas attendu d'être dispo en digital pour être piraté. Je dirais même que c'est le contraire, ça ressemble plus à une contre-offre. Pour revenir au bouquin, et c'est là qu'il ne faut pas qu'il y ait amalgame entre la lecture dite de scan et le numérique. Le numérique, c'est officiel et ça paie les acteurs du livre. Alors, vous me direz, oui, mais honnêtement, on peut facilement trouver des fichiers dits officiels qu'on peut télécharger gratuitement et ne plus payer ces e-pubs. Bien sûr que si vous ne souhaitez pas payer, vous ne paierez rien, mais après, c'est vous que ça regarde et votre rapport avec l'artiste. Si ça ne vous dérange pas de consommer le bien d'autrui gratuitement sous prétexte qu'il est accessible sur Internet, ça, c'est vous que ça regarde. Car en soi, il y a peu de chances que la police vienne vous cueillir pour vol. Mais après, entre nous, on les connaît ces comportements. Je reviens aux jeux vidéo à l'époque de la Wii. On gravait sur toutes les consoles tous les jeux qu'on pouvait télécharger, mais au final, soyons honnêtes, on n'y jouait pas pareil, hormis quelques petites exceptions. On gravait, on jouait un peu, puis on stockait, et ça a été un peu la même chose pour tous les animés en fansub, à la différence qu'on battait un peu plus les animés. Puis on les gravait, on les stockait, et jamais on les ressortait nos petits DVD plus-moins-R. Je vais vous le dire en toute honnêteté, je ne pense pas que le piratage ait une véritable influence sur les ventes. On m'a généreusement refilé des fichiers et je suis bien content de pouvoir lire des séries comme Candy Candy, car plus disponibles à la vente depuis belle lurette. Mais en vrai, dans la centaine de fichiers, beaucoup ne vont jamais servir. Il faut un lecteur particulier, parfois c'est du scan photo de manga relié bien dégueulasse et illisible, parfois c'est aussi une qualité folle, mais en vrai, c'est une activité chronophage, et seules les personnes qui n'ont pas les moyens de lire des mangas vont prendre le temps de les lire ainsi. Ou alors il faut qu'il y ait un titre qui nous botte vraiment, voire qui est difficile de se le procurer. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, il ne faut pas confondre la lecture de scan et celle dite numérique. Ce n'est pas le même confort et le numérique rémunère les acteurs du livre. Il y a ses avantages et ses inconvénients, et le piratage peut sembler être une d'elles, mais c'est se leurrer. Ça ne touche pas le même public, et celui qui reste full piratage n'est pas une personne qui se serait tournée vers le livre de toute manière. Et on ne peut pas nier l'aspect découverte qu'apportent les scantrad. Après, et là je rejoins Ed, sur les préjudices. Lorsque les scantrad proposent encore des titres qui sont licenciés, ou le fait qu'un tel est en possession d'une banque de données importante de fichiers manga numériques, qui sera d'ailleurs peut-être jamais lu, mais qui peut lui retirer l'intérêt de se pencher sur l'achat de manga en numérique. Soit dit en passant, beaucoup de collectionneurs manga ne prennent pas non plus le temps de lire leurs achats. Et je rejoins de nouveau Ed sur ce point, lorsque tu as peu de moyens, mais que tu l'investis, eh bien, tu en as pour ton argent, parce que tu prendras le temps de lire,
et de relire ces œuvres qui auront une véritable valeur, qu'elles soient qualitatives ou sentimentales. Bref, je pense avoir fait le tour sur ce point précis, il ne faut pas avoir peur de nuancer nos propos, parce que si on s'attarde ne serait-ce qu'un instant sur le marché de l'occasion, je suis désolé mais elle n'apporte pas plus aux acteurs du livre qu'un fichier scan dit illégal. Dernier point, et pas des moindres, sur l'offre numérique. C'est un fait, je ne trouve pas encore tout, et j'insiste sur le encore, car cela dépend aussi beaucoup de la croissance de ce médium. Donc en fait, ça dépend de son essor qui, entre nous, c'est sûr, et certain, ne fera que croître. Le Covid a aidé, il faut le reconnaître, mais on est encore loin des standards japonais et asiatiques. Si Kiyun boude ce médium, c'est qu'il y a une raison, son intérêt y est encore minime. Alors que pour d'autres, comme Akata, cela fait partie intégrante de leur plan de vente, leur schéma, je sais pas comment on dit. Bref, leur réseau de distribution est plus restreint que les Kana, Glénat et compagnie que l'on peut retrouver jusque dans les supermarchés. Puis il y a les Kazé, les Pika, les Delcourt Tonkam qui s'en servent autrement car on peut y retrouver des titres qui ne sont plus commercialisés. Et ça, ce n'est pas rien. Quel délice ce fut pour moi de pouvoir lire Subaru ou Une sacrée mamie de chez Delcourt, ainsi que les Moonlight Hack, Kid on the Slope, les Suicide Island et Le Cœur de Thomas chez Kazé. Et j'en passe bien sûr chez Pika. Le truc avec le numérique, c'est que c'est à double tranchant. C'est qu'ils peuvent arrêter la commercialisation papier car la série ne se vend pas assez bien, elle finit par leur coûter trop cher d'un point de vue du stockage, ce qui est un peu le nerf de la guerre pour les libraires, mais surtout pour les maisons d'édition. Le truc, c'est que le numérique permet de rendre toujours disponibles leurs titres et donc de continuer d'exploiter les droits. Et quelque part, d'empêcher qu'une autre maison d'édition s'accapare ces œuvres qui n'ont peut-être pas trouvé leur public en temps voulu, mais qui font toujours partie de leur fonds de catalogue et qui auront peut-être un succès éditorial à l'avenir. On a souvent reproché à Delcourt Tonkam de ne pas exploiter son fonds de catalogue, qui est certainement l'un des plus riches depuis que Tonkam et Delcourt ont fusionné. Mais vous avez remarqué ou pas que ça bouge un peu chez eux ? Dommage que ce ne soit pas dans le véritable intérêt du client, du lecteur et du collectionneur, car ce qu'on assiste actuellement, c'est à des réimpressions très attendues de certaines communautés. Je ne parle pas du grand public qui se contente de manger ce qu'on lui donne, et c'est pas péjoratif, car on est tous passés par là. Seulement, ces réimpressions ne sont là que pour bloquer les droits. Je vous le dis, il suffit de voir la qualité de papier qui est proposée pour ces derniers, je n'ai jamais vu ça. Hormis pour le titre Gogo Monster de Taiyo Matsumoto, les pages sont transparentes à un point qu'en comparaison de celles de la collection de Naruto Okage de Kana, paraissent moins catastrophiques. Si on omet qu'on parle d'une édition prestige pour les 20 ans d'exploitation de la licence en France. Alors, quand je vois Mix de Mitsuru Adachi proposé en numérique, je suis heureux, et lorsque j'apprends qu'ils vont tout réimprimer, je suis aux anges. Et je me dis, ça y est, on considère enfin cet auteur à sa juste valeur. Puis, on découvre la qualité du papier scandaleuse des réimpes. Mon choix est vite fait, tant pis pour la version papier, je ne vais pas la racheter, je vais me contenter de la version numérique qui me donne totale satisfaction. Le souci, c'est que dans les réimpes est prévu entre autres le pack des yokai chez Delcourt Tonkam que j'aurais acheté sans la moindre hésitation, seulement je crains, j'attends de voir, que la réimpression nous promette le même papier OCB que pour Mix. Et le hic pour moi, c'est que l'offre numérique ne semble pas être à l'offre du jour pour le pack des yokai par exemple. Après, en toute logique, son exploitation numérique devrait être une évidence, car le but aujourd'hui de Delcourt Tonkam est de numériser leur série afin de pouvoir proposer des réimpes à faible tirage, plus aisément et à moindre coût. Alors je vous le répète, je suis pro numérique mais en complément de l'offre papier. Si c'est pour que l'un tire vers le bas l'autre, ça me fait chier. Je prends pour exemple le tome 1 de Rokudaneshi Blues. Ok, je pense que tout a été dit concernant les défauts de ce tome 1. Mais moi je me suis fait plaisir en prenant aussi sa version numérique et naïvement j'ai pensé qu'elle aurait des qualités que la version papier n'a pas. Quel naïf, je suis dégoûté. Tout pareil à l'identique, je dirais que c'est même encore pire parce que là c'est injustifiable de proposer une qualité aussi médiocre en numérique. Je vous rappelle que les planches sont coupées en lorgnant sur des cases et des personnages, sans parler des bulles où le texte apparaît forcément en dehors. Donc ça, c'était soi-disant pour la découpe en imprimerie, ok. Allez voir ma vidéo sur les coulisses de Shiguri avec Meian, et eux, ils ont eu des soucis bien plus complexes que ce qu'a rencontré Pika. Et ils s'en sont sortis avec une excellente édition retravaillée inédite à la France, un peu comme ce que propose Panini avec Lone Wolf & Cub. Mais lorsqu'on vous propose un produit numérique avec les défauts évoqués sur Rokudaneshi Blues, croyez-moi, vous êtes dégoûté du résultat. En conclusion, c'est pour ça que je privilégierai toujours les beaux livres, surtout si l'œuvre me tient à cœur, et que je privilégierai toujours le numérique,
si j'ai affaire à des shonen à rallonge ou autres titres que je ne souhaite pas stocker. Oui, j'ai bien dit stocker dans ma Mangatech. Je me contenterai du format papier si je n'ai pas le choix, en attendant une offre numérique et parfois, j'ai pas le choix. Dragon Ball d'Akira Toriyama ou Number 5 de Taiyo Matsumoto sont des œuvres plaisir que j'aime me procurer dans chacun des deux formats. Parfois, je sacrifierai des éditions papier pour gagner de la place et je me les rachèterai en numérique et je pense à certaines séries de Tsukasa Ojo. Par exemple, j'ai revendu les 4 Size, qui ne proposaient pas non plus un très beau papier. J'ai revendu la dernière édition des Angel Heart, que je trouvais très beau, mais dans un format que j'aurais préféré plus grand, à l'image de ce que je vais avoir sur ma tablette. Et les Family Compo également que j'ai revendu et qui est une œuvre que j'aime, mais que j'ai aussi pris plaisir à relire dans sa version numérique lorsque Panini a fait une offre sur les premiers tomes des licences de Tsukasa Ojo. Seul City Hunter gardera sa place dans la Mangatech parce que j'aime cette collection avec ses jaquettes et tout, et qu'elle correspond pour moi à quelque chose de plus sentimental en représentant l'âge d'or du Jump. D'ailleurs, avec le temps, il y a de fortes chances que je possède la version papier et numérique. Je vais tout de même revenir très brièvement sur un point que Ed a soulevé, et qui pour ma part ne m'interpelle pas plus que ça, c'est la santé. Alors, ce qui est un peu paradoxal, moi qui travaille dans le paramédical. Après, je l'entends, je comprends cette histoire de passer sa vie devant des écrans et que cela abîme les yeux et que cela peut donner des migraines. Mais moi, qui était un gros lecteur de romans, je peux vous garantir que ça flingue tout autant les yeux de lire des bouquins selon la luminosité et votre état de fatigue. Et je crois que la nuance est là. Lire sur papier ou sur écran, l'un et l'autre te crèvent lorsque tu es déjà fatigué. Combien d'entre vous ont dû reposer le livre, le manga, car vous somnoliez dessus à peine avoir commencé? On va parler de la lumière bleue. Perso, je n'ai pas de réel souci de vue alors que j'ai passé la quarantaine, mais l'âge fait qu'on se fatigue plus vite. Je me suis donc pris une paire de lunettes qui m'aident à me reposer les yeux lors de mes lectures et j'ai pris l'option anti-lumière bleue par prévention. Je ne suis pas docteur et encore moins ophtalmologue, mais de ce que je connais, et là je parle de mon iPad, il y a tout pour le confort des yeux. Une lumière spécifique pour la nuit, un peu plus jaune, et un réglage de la luminosité efficace et vraiment sain lorsque tu lis dans le noir. Pour rappel, si vous lisez dans votre lit avec une lampe de chevet, vous vous niquez les yeux à lire votre bouquin, que ce soit un manga ou un roman, ou avec la grande lumière au plafond, c'est pareil. Tard dans la nuit, vous avez la fatigue des yeux. Après, c'est comme tout, il faut écouter son corps. Si le gars, il a passé sa journée devant son ordinateur et qu'il en peut plus des écrans, bah oui, c'est sûr, il faut qu'il s'écoute. Et il peut même en profiter pour supprimer toutes les applications TikTok et compagnie de son smartphone. Si lire sur tablette, là je parle bien de tablette, pas d'écran d'ordinateur, lui donne des céphalées, bah oui, arrête tout de suite, écoute ton corps, mais je suis sûr à 90%, et je laisse une marge de 10% parce que je ne connais pas ce phénomène, que c'est aussi pénible pour ces personnes de lire un bouquin. L'addiction aux écrans, la réduction de sommeil, oui, on peut mettre tout ça sur le dos des écrans, de la télévision qui abrutit, des séries télé qui nous font enchaîner les épisodes, des animés qui utilisent des effets de lumière avec un risque épileptique, pour les personnes les plus sensibles, un peu comme pour les jeux vidéo. Voilà, et j'en passe. Les écrans, c'est le diable. Puis tu sors de chez toi et tu te prends un pot de fleurs qui te fend la boîte crânienne en deux, bah c'est pas de chance. Alors on va relativiser sur les dangers des écrans et de la lecture numérique. Ce n'est pas non plus fumer une cigarette et boire de l'alcool, mais c'est comme tout et sans exception, il faut doser, se modérer, car l'excès, ça se paye souvent cash. Et ce, même si tu as envie d'enchaîner les 62 tomes de Kingdom, dispo sur ton portail numérique. Voilà, je pense avoir fait le tour en essayant d'apporter une réponse aux préjugés que tout un chacun peut avoir à propos de la lecture de manga numérique. Et je remercie encore Ed pour sa participation. Je pense que la lecture numérique, c'est de la merde. Et c'est pas fini, il y a des questions qui reviennent de manière assez récurrente au sujet de l'offre manga numérique. Et je vais terminer la vidéo en y répondant du mieux que je peux. Quelle tablette utilises-tu? Où achètes-tu tes mangas numériques? Que nous conseilles-tu? Et que penses-tu de Manga.io? Alors, pour ma part, j'utilise mon iPad et mon iPhone. Attention, si vous comptez d'abord lire sur smartphone, parce que vous n'avez pas de tablette, il faut que votre écran soit suffisamment grand pour que vous n'ayez pas besoin de zoomer sur chaque bulle de dialogue. Ça casse le délire. Mais il me semble qu'actuellement, les écrans de smartphone sont assez généreux niveau taille.
C'est pour ça que je déconseille le iPad mini pour ma part, je trouve que ça n'apporte pas grand chose hormis le confort d'une lecture de poche. Privilégiez un plus grand format et vous ne le regretterez pas lorsque vous lirez votre chapitre de One Piece. C'est un vrai régal lorsqu'on connaît les planches parfois saturées de Oda. Et si vous êtes vraiment étranger de l'environnement Apple, je vous conseille tout de même le iPad pour sa stabilité, sa fluidité, son confort de lecture, son appli iBooks, qui fait très bien le boulot pour lire votre manga avec une totale immersion. Après, c'est à vous de voir. Si vous avez une tablette qui a toutes ces qualités-là d'une autre marque à un tarif plus économique, ne vous faites pas chier. Évitez juste les tablettes bon marché qui rament et qui répondent pas au doigt et à l'œil. Vous l'avez compris, j'ai une ergonomie Apple et j'en suis très content, donc je me satisfais très bien de l'appli iBooks pour acheter mes mangas. Quoi que vous choisissiez, ce sera toujours le même prix, les promos, tout, c'est réglementé pour qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale. Donc là, dessus, vous n'avez pas de souci à vous faire. Donc ça dépendra beaucoup de votre environnement numérique. Le point auquel je vous dirais de faire attention, c'est que si vous changez de crèmerie, ça risque d'être moins ergonomique. Je m'explique. Si vous étiez avec Apple et que vous passez chez Android, avec Kindle de Amazon par exemple, ça va être compliqué, voire impossible de retrouver tous vos achats sur votre nouvelle interface. L'inverse n'est pas forcément vrai, j'ai pas essayé, mais il me semble que vous pouvez télécharger Kindle pour mettre vos achats manga sur votre appareil Apple. Par contre, vous ne pouvez utiliser que Kindle pour les lire. Donc soit vous êtes un pro Apple et ça paraît évident, soit vous êtes un peu frivole, et là je pense que le choix d'Isneo est pertinent. Isneo est un service spécialisé dans l'achat de la lecture de mangas, comics et BD, qui vous permet d'aller sur n'importe quel support. De plus, il propose des licences qu'on ne retrouve pas ailleurs, c'est rare mais il y en a. Je pense par exemple à Nozokiana, qui n'est pas dispo sur iBooks. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais fichtre rien. J'ai cru que c'était vis-à-vis du fait que ce soit une lecture plus que coquine, mais iBooks propose bien World NRM, qui est comme Nozokiana, du ecchi à la frontière du hentai. Donc, ça n'explique pas tout. Et autre point non négligeable, pour ceux qui aiment le hentai et qui préfèrent le lire discrètement en numérique pour X raisons, Isneo propose l'achat et la lecture de certains hentai très connus et renommés des maisons d'édition leaders sur le marché que sont Nihoniba et Hot Manga, mais seulement à travers l'ordinateur et non les smartphones si j'ai bien compris. Mais si vous voulez plus de détails, je vous redirige vers Erwan Manga, dont c'est sa spécialité. Enfin voilà, Isneo me semble une bonne solution qui a peu de chances de mettre la clé sous la porte parce que je sais que ça inquiète beaucoup de personnes, ce genre de bail. Mais en soi, même si le marché n'est pas un truc de ouf en France, ça reste un marché en bonne santé qui ne peut que croître. Et les difficultés que nous connaissons actuellement avec le papier et autres soucis que sont les transports ne font que confirmer la chose. Je mets de côté le problème écologique car les solutions technologiques que nous connaissons polluent également, mais d'une autre façon. Par contre, les pénuries sont bien réelles et elles le seront encore plus à l'avenir, ça paraît évident. Donc je ne me fais pas de soucis pour la pérennité de Isneo et des autres portails d'achat numérique que sont les géants Apple et Amazon par exemple. Après, il peut y avoir une concurrence. Et Manga.io sort du lot en proposant une lecture en streaming un peu à l'image de ce que propose Netflix pour les films et les séries avec un abonnement. Et l'offre devient de plus en plus intéressante à force d'enrichir leur catalogue avec des licences venant de maisons d'édition de plus en plus incontournables. D'abord, on retrouvait des titres de Black Box, ce qui était de niche et très old school, mais d'autres partenaires sont arrivés comme Kion, puis Kana, ce qui est, je trouve, le tremplin qui propulse Manga.io dans une nouvelle dimension. Je ne peux pas vous la conseiller du simple fait que je ne l'ai encore jamais testé, mais le prix de l'abonnement par mois correspond au prix d'un manga, et ça c'est fort. Et le truc qui, je pense, va me faire passer le cap, c'est qu'il propose des séries comme Gintama, des séries longues qu'on n'a pas forcément envie d'acheter, alors qu'on n'a pas forcément été convaincu par le premier tome, par exemple, c'est ce qui est mon cas. Puis, ils rendent vivant le truc, car ils proposent des sorties de chapitres au fur et à mesure. Donc, on n'est pas forcément là pour tout télécharger, mais plus dans un rendez-vous hebdomadaire, comme le propose aujourd'hui Manga Plus. Et ça donne une toute autre dimension à la lecture en forme de rendez-vous avec des titres qui ont fait leurs preuves comme Naruto, ou qui ne demandent plus que ça auprès du grand public. Alors, je vous le dis, j'attends juste de faire fondre ma petite palle. Je me mettrai sûrement à tester Manga.io histoire de voir si ça rentre dans mes habitudes de consommation en matière de lecture manga. Et ce sera toujours en complément, car j'aime acheter des titres en numérique, j'aime l'idée d'une médiathèque numérique avec des rendez-vous hebdomadaires, et j'aime
les beaux livres. Le truc, c'est que ça fait beaucoup et que de nouveaux acteurs arrivent encore et encore et que je ne vous parle même pas du chapitre des webtoons. Sur ce, j'espère que je vous aurai éclairé sur 2-3 trucs. N'oubliez pas qu'une mangatech ça prend de la place et que ça finit souvent en carton tech. Trop de choix de lecture tue le choix. N'hésitez pas à épurer votre collection et vous verrez que le numérique est un excellent complément car ce qui compte en fin de compte, c'est de vous immerger dans la lecture de vos mangas préférés sans contrainte. Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, ciao!